Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 38. Je voulais vous parler du masque syntaxique. Vous savez ce que c'est? Tac! Je viens de me faire durement étriller sur 3 pages dans un bouquin de grande diffusion par une universitaire spécialiste de traductologie, et je veux bien le prendre. Par exemple, elle prend l'appel de Cthulhu et elle relève les faux amis où j'ai glissé le pied comme sur une bonne merde de chien. Ça arrive. Quelquefois, c'est plus compliqué que ça. Il y a des faux amis, on le sait, mais il faut les jouer avec. Justement, se laisser glisser et on rattrape, mais on rattrape sur le mot d'après. Par exemple, to count, non, c'est pas chanter, to sing, c'est évident. Il y a un côté de psalmodier, etc. Mais si psalmodier, c'est trop compliqué dans le texte là où vous le prenez parce que votre narrateur, c'est un inspecteur de police et qu'il est complètement les yeux comme ça parce qu'il est en train de voir des types torturer d'autres sous la nuit. Il ne va pas dire « Oh, ils sont en train de psalmodier ». Donc, il chante, et puis juste après, c'est dans la façon dont vous placez le chanté que vous remettez ce qu'il y a de lancinant, d'obsédant, etc. Et vous l'avez réglé, votre faux ami. Mais madame l'universitaire, ça, popoc. D'autre part, elle me reprend sur que quelquefois ça parle un peu trop simplement. Pour moi, Lovecraft, c'est ça la condition même de ce qu'il y a d'inéluctable, d'implacable. C'est que on sait qui raconte. Et c'est rarement, quelquefois on a 4 ou 5 nouvelles dans l'Innommable. On a aussi un type qui s'appelle Randolph Carter, qui sont des doubles de l'auteur, donc qui sont des auteurs de nouvelles fantastiques. Donc des types qui sont eux-mêmes dans le langage et qui savent ce que c'est que le langage. Les autres, c'est un technicien en hydrographie venu planter ses jalons pour une zone qui va être inondée à cause d'un barrage. C'est un prof de droit dont les élèves s'endorment dès qu'il parle 10 minutes avec son langage qui ne sort pas du machin de droit. C'est un journaliste, etc. Donc ils ont des codes de langage extrêmement précis. Et c'est l'adéquation du personnage avec ces codes qui fait qu'on ne peut pas le remettre en cause. Faites-les parler comme un écrivain. Encore, le pied dans la merde de chien, ça rit pas. Qu'est-ce qu'elle m'envoie dans la figure? J'utilise des calques syntaxiques. Ça veut dire quoi? Calque syntaxique, ça veut dire que vous prenez dans la syntaxe de la langue cible, le français, la syntaxe de la langue source, en l'occurrence l'anglais. Alors évidemment, on a 2 langues qui ont des personnalités complètement différentes. Par exemple, le statut du singulier et le statut du pluriel en anglais sont complètement différents. Le statut de l'article défini et de l'article indéfini entre le français et l'anglais sont complètement différents. Donc par exemple, vous avez tout le temps à négocier entre le fait qu'un singulier en anglais va être rendu par quelque chose de plus collectif, donc pluriel en français, ou le contraire. Et ça, c'est pas une liberté que vous vous accordez. C'est l'esprit même de ce que représente people, les gens, etc. La brave dame, c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, il a mis un singulier alors que là, c'est pluriel. Ouais, mais c'est ça le taf. Alors, qu'est-ce que c'est le masque syntaxique? Lovecraft, on a des colères. Des colères, pourquoi? Parce que Weird Tales, dans la correspondance avec Clark Ashton Smith ou autre, n'a pas respecté le point-virgule au milieu de la phrase. Quelquefois, chez Lovecraft, toujours, on a cette espèce de manière de se présenter, une phrase comme ça, en diptyque, avec, au milieu, un point précis de la phrase, le point-virgule. Alors, la plupart du temps, on peut le respecter. Mais simplement, c'est plus compliqué que ça. Parce que dans l'anglais, quelquefois, le diptyque, il y a une interférence grammaticale entre la première partie de la phrase et la seconde. Donc, si vous retranscrivez par un point-virgule, vous retranscrivez aussi le déport grammatical, le fait que la grammaire de la deuxième partie de la phrase ait sa source dans la première partie, ce qui colle plus avec le point-virgule. Oui, mais Lovecraft, il a choisi ça. Diptyque, immobile, avec un truc comme ça. Et puis après le point. Puis une autre phrase. Diptyque, immobile, avec ce machin au milieu, comme ça. Bon, quelquefois, par exemple, dans Montagne de la folie, parce que ras-le-bol de vos montagnes hallucinées à la con, dans
at the Mountains of Madness, on doit privilégier parce qu'ils sont dans la tempête, parce qu'ils sont... c'est un récit comme ça où heure par heure, ils s'envoient des ondes radio pour savoir, des messages radio pour savoir ce qui est en train de se passer. La narration doit filer. Quelquefois, avec mon correcteur, Benoît Bénard pour les éditions Point, quelquefois on a privilégié ce filet linéaire, mais la plupart du temps, à Benoît, je lui dis non, je garde le point virgule. Et alors évidemment, je suis prêt à le prendre dans la figure. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait plusieurs traductions de Lovecraft? Que chacun prenne la sienne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quoi? Ce type, entre 1920 et 1930, développe tout un système où il dit, si j'écris avec la langue du XVIIIe siècle, j'ai cet écart artificiel qui me durcit la photographie, qui me durcit les personnages, qui me durcit ce qui arrive, qui me durcit la peur, qui me durcit l'attente. Est-ce que moi, je vais écrire avec ma langue, la langue du XVIIIe, que je révère, celle de Saint-Simon? J'ai plein de choses syntaxiques dans mes traductions où je remonte comme ça jusque dans l'épaisseur 18e pour transcrire cet écart. Quelquefois, je joue autre chose. Je me dis, c'est la proportion de l'écart qui compte, et que si, par exemple, la référence, Lovecraft, c'est Edgar Poe. Nous, le fantastique, c'est Baudelaire traduisant Poe. Si on veut se remettre à l'endroit de stupeur où Baudelaire est ébloui par Edgar Poe et traduit ces textes inouïs, à ce moment-là, moi, mon référent, c'est là où Baudelaire traduit Poe. Et donc, c'est en descendant dans une langue un peu 19e que j'essaye de retranscrire proportionnellement cet écart que Lovecraft trouve avec sa syntaxe 18e. Alors évidemment, après 40 ans de phrases à la science-fiction et machin comme ça, où on fait du bien lisse, bien gris, etc., ben non, Lovecraft, quand vous le prenez en anglais, dans sa langue anglaise, je ne fais pas de différence entre anglais et américain pour lui. Il y a Ambrose Bierce pour l'américain, mais et Poe évidemment, mais il y a Dunsany pour l'ancrage anglais, il y a Algernon Blackwood pour l'ancrage anglais, il y a Huysmans, Baudelaire, Maupassant pour l'ancrage aussi français. On est dans cette artificialité du littéraire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que mon travail dans la trad de Baudelaire, c'est de remettre, de redresser des décors de théâtre, d'accord, des décors de cinéma, c'est du contreplaqué, c'est repeint, vous pouvez tout balancer d'un coup de bras. Mais ce décor, on en a besoin. Et ce décor, si Lovecraft le met de cette façon-là, je respecte. Donc oui, masque syntaxique et l'étrangeté de Lovecraft, la rendre compte parce que, ben ouais, ma phrase, elle reste proche de l'anglais. Est-ce que je suis pas capable de le tromper? Pour moi, Lovecraft, c'est l'avancée d'une histoire. Ce qui stupéfie quand on est comme ça sur un récit de 20 pages ou un récit de 60 pages ou les choses les plus longues comme Chuchotement dans la nuit qui vont à 150, 160. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu privilégier le labo de Lovecraft, ces textes en 15 pages, en 20 pages. Ce qu'il y a de fascinant là-dedans, c'est que dans cette économie, vous savez, pour lui, c'est très précis. Il écrit un premier scénario avec la suite telle que ça va être dans son récit. Il écrit un deuxième scénario qui va être la suite chronologique des événements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il a des grilles d'application qui font que nous, quand on arrive comme ça à la fin de l'histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un élément dans la suite des 15, 20, 60 pages, 90 pages du récit qui n'ait pas son importance singulière, unique, dans la résolution globale de l'histoire. Par contre, là où, je dirais, nous, Français, ou même Maupassant, on aurait rajouté un paysage, on aurait laissé aller un petit peu de sonorité, on aurait développé un peu... Non, bah lui, ça zappe, c'est directement comme ça. Et donc, cette économie extrêmement tendue, comment vous la rendez? Quelque part, je pense qu'un outil du traducteur, c'est aussi se dire, n'oubliez pas, amis lecteurs, que vous êtes en train de lire un texte en langue étrangère. Et oui, c'est un parti pris. Bon, là je m'en justifie, on n'est pas obligé de me suivre. Il y a 30 000 traductions, allez lire ce que vous voulez, madame l'universitaire. Bah, la mienne, elle marche comme ça. C'est être toujours conscient qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans la phrase même. Et cette étrangeté, pour moi, elle est la signature formelle de H.P. Lovecraft. J'en arrive vraiment au dernier point de ce qui est pour moi ce parti pris d'artificialité. Sur quoi on travaille en atelier d'écriture? Quand on lit, on est dans quelque chose de continu. Vous faites du vélo sur la route. Les tours de pédale, c'est des cycles, c'est circulaire.
Quand vous écrivez, vous êtes dans du discontinu. Prose pour le transsibérien, Blaise Sandrard. Chaque vers voit ce qu'il a à ce moment-là devant la vitre du train. Si le train ralentit, si le train accélère, le vers dira autrement la part de réel qu'il absorbe. Dans H.P. Lovecraft, la signature formelle, quelque chose que j'ai jamais vu chez aucun autre bonhomme, c'est que chaque phrase, avec son point-virgule au milieu qui choque Madame l'universitaire que je ne l'ai pas enlevé pour respecter les colères du bonhomme que je traduis, c'est que chaque phrase ignore la précédente, ignore la suivante. C'est cette discontinuité de phrase à phrase qui fait que vous êtes... Rappelez-vous, en 1947, comment a été reçu Van Gogh en France. Relisez le texte d'Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société. Dans le Figaro 47, vous voyez bien que c'est une peinture de fou. Si on approche de la toile de Van Gogh, on ne voit plus que des virgules qui ne se rejoignent pas, des taches de couleur en virgule qui ne se rejoignent pas. Bah ouais, mais c'est Van Gogh les mecs. Eh ben Lovecraft, il y a ça. Chaque phrase est dans la discontinuité pure de celle qui précède, celle qui est la suivante. Elle accomplit une totalité. Et pour accomplir cette totalité, elle l'accomplit en diptyque, avec son point-virgule au milieu. Et cette espèce d'immobilité forcée, reprenez comme ça cette espèce de... comme si on met tout à l'azote liquide et que tout devient dans cette espèce de rigidité du froid. Eh ben, relisez Cold Air, que j'ai traduit par un air glacial, ce type qui, pour continuer après la mort, ça fait 18 ans qu'il est mort, se réfrigère en permanence avec du gaz d'ammoniac. Bon, là, c'est le détail, si vous voulez. Mais Lovecraft, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Quand on traduit, et moi, il y a une espèce de travail comme ça, vous savez, comme Coltès disait, pour qu'une réplique de théâtre tienne, j'en écris qu'une par jour. Même si le mec il dit que oui, j'écris oui, et puis après je vais voir un cinéma qui tourne en boucle, mais je reviens que le lendemain pour écrire. Et ben pour moi, Lovecraft, c'est ça, une phrase, et une phrase, et une phrase. Et c'est dans ce truc où il faut se mettre soi-même, c'est-à-dire quand je travaille la phrase, je ne sais pas quelle va être la suivante. Je le sais, parce que le texte, je l'ai lu. Mais au moment où je la traduis, où je refabrique comme ça, cette tension de mots, d'adjectifs, il y aurait plein de trucs à faire aussi. Madame l'universitaire, ça lui plaît pas. Le rôle de l'adjectif chez Lovecraft, le bassin sémantique des adjectifs qui disent la peur, la terreur, le bizarre, le glauque, l'étrange, etc. etc. Chez Lovecraft, ces adjectifs, on a un gros bouquin chez Hippocampus Press qui s'appelle The Weird Words, c'est-à-dire les mots du bizarre, où il reprend comme ça tout ce vocabulaire de Lovecraft et il cherche chez Hawthorne, chez Poe, chez Sani, etc., les usages qu'ont fait les autres auteurs des mêmes mots pour Lovecraft. Mais pour moi, ce côté-là, il est sonore, vous voyez, il est gluant, il est simplement mettre du liant dans l'image pour que l'image transperce visuellement, comme ça. Donc évidemment, là aussi, pour moi, si mon truc, c'est comment je fais avancer l'histoire, avec ses strates, comment parle ce mec, est-ce qu'au téléphone ça parle pareil, est-ce qu'à la radio ça parle pareil, est-ce que si on cite un article du journal ça parle pareil, regardez Chuchotement dans la nuit, le type écrit des lettres, et puis après les lettres à la machine, et puis quelqu'un écrit à sa place et envoie une fausse lettre. Comment vous rendez ça? Bah ouais. Merci Madame l'universitaire de m'envoyer bien braire dans la gueule, mais quelque part, je continue. Puis vous aussi, hein. On reste copains, sauf qu'on évitera de se mettre sur le même chemin. Goodbye les gens. Et de toute façon, ce que j'en ai à secouer, pourquoi on traduit ces trucs-là? Pour comprendre soi quelque chose dans la langue. Parce qu'il y a de l'inconnu le jour où j'en aurai marre, le jour où j'aurai plus besoin. Ça s'arrêtera pour moi à quête de cadavre par le rêve. Quête de cadavre, l'inconnu dans le rêve. Quand j'arriverai à celui-là, j'aurai fini mon job. Mais j'y suis pas encore. Alors, ouais, il y aura des faux amis. Et ouais, il y aura du masque syntaxique. Vous allez le voir, mon masque syntaxique. L'instant Lovecraft, c'était le 38.